Bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé Quels outils pour décrire les mouvements mécaniques. Alors c'est un cours un petit peu particulier parce qu'il est transversal sur tous les chapitres de mécanique qu'on étudiera cette année en terminale, en spécialité terminale physique-chimie. Et donc c'est un document qu'on remplira au fur et à mesure de l'avancée du cours sur les trois chapitres de méca. Alors, c'est pas vraiment un résumé de cours, mais il y a grosso modo tout ce qui est un peu à savoir et savoir-faire afin de permettre de résoudre les différents exercices. Donc, en gros, les outils sont là, et puis après le reste du cours, ce sera principalement de l'application des différents exercices, dans différents exercices. Alors, commençons par définir la notion de référentiel. Un référentiel, eh bien, c'est assez proche du repère mathématique, puisque c'est quelque chose qui effectivement nous permettra de nous repérer dans un espace pour étudier un mouvement. Donc c'est effectivement quelque chose qui possédera des axes, qui seront bien souvent orthonormés pour nous. Alors ça dépendra, on verra qu'il y a différents types de référentiels qui existent. Et donc, en gros, c'est là que se situera ce qu'on appelle l'observateur. Donc c'est par rapport à ce référentiel qu'on va étudier le mouvement. Et donc, nos référentiels à nous seront liés à des solides, alors solides ou différents corps, qu'on assimilera toujours à des systèmes ponctuels. Alors donc ça veut dire qu'un système ponctuel, c'est quelque chose qui est représenté par un point. Alors évidemment, si j'ai un référentiel ici qui est lié au Soleil, qui est héliocentrique, pardon, eh bien ça veut dire que j'aurai trois axes ici qui partiront du Soleil, donc X, Y et Z. Il y a évidemment mon Soleil, c'est un corps qui est tendu, eh bien je l'assimilerai quand même au point O qui est là. Okay, donc la dimension du solide de référence pour nous sera un point. De même, un objet qui sera en train de bouger, donc par exemple si j'étudie le mouvement de la planète Terre par rapport au Soleil, la Terre a évidemment une taille, même si elle est relativement petite par rapport au Soleil, eh bien ce système, je le considérerai, pardon, comme un point. Ok, ce sera systématiquement le cas. Tout ce qui est après, enfin, objet étendu, c'est des choses qu'on fera dans le supérieur. Enfin, si vous faites toujours un petit peu de physique dans le supérieur. Donc ça, c'est un référentiel, c'est donc un solide de référence avec trois axes. Et bien sûr, il manque quelque chose parce que pour étudier un mouvement, on va représenter la position de la Terre au cours du temps. Donc la Terre va tourner autour du Soleil. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est de déterminer la vitesse de la Terre, par exemple, pour savoir quel est son mouvement. Et évidemment, pour déterminer une vitesse, il faut une position, mais il faut aussi une notion de temps. Donc un référentiel, si on, on se limite à ça, c'est un repère qui est lié à un observateur et une mesure du temps. Un type de référentiel particulier qui apparaît en physique, c'est ce qu'on appelle les référentiels galiléens, hein, qui sont ici. Alors, c'est pas vraiment un terme qu'on vous demande de savoir définir, mais il apparaît systématiquement dans les exercices. Alors bien évidemment, je sais pas trop comment ça apparaîtra maintenant dans le nouveau bac, on verra. Mais ici, ce que je veux, c'est que vous compreniez un petit peu pourquoi on aborde cette notion, pourquoi est-ce qu'on a ce type de référentiel particulier. Et puis c'est tout, hein, ça nous suffira. Donc juste une petite illustration, pas une vraie explication. Alors pour expliquer ce que c'est qu'un référentiel galiléen, on va étudier ici un petit cas pratique. Donc imaginons j'ai ici une voiture qui est en train de rouler sur une route, elle va prendre un virage, donc elle l'aborde avec une vitesse, enfin une valeur de vitesse constante, peu importe, 40-50 km par heure. Et puis j'ai une balle qui est posée ici sur la plage arrière, qui peut rouler sans frottement sur la plage arrière. Alors que se passe-t-il si la voiture avance? Eh bien évidemment la balle va rouler sur la plage arrière. On a tous observé ça quand on tourne. Eh bien les objets ont tendance à partir vers l'extérieur du virage, donc par ici. On l'a tous observé, puis on a dit souvent, ah bah tiens, c'est l'inertie, enfin, la force centrifuge, on invente tout un tas de choses. Alors, si on étudie ça du point de vue de la physique, donc on a un mouvement qui est comme la balle, si on le positionne donc par rapport ici au côté, alors gauche, si on se met dans le sens de la marche de la voiture,
la balle va avoir un mouvement qui va être rectiligne, toujours pas de frottement, hein, on est bien sûr dans un cas idéal, évidemment, hein. Rectiligne et accélérée. Elle part de toute façon avec une vitesse initiale qui est nulle, elle arrive avec une valeur de vitesse peu importe laquelle, mais donc sa vitesse augmente, le mouvement est bien accéléré. Alors si on étudie un petit peu ce qui se passe au niveau des forces, hein, ce qu'on a appris à faire en seconde et en première, donc quelles sont les forces appliquées à la boule, à la balle? Évidemment il y a son poids, vertical vers le bas, mg, et puis il n'y a pas que cette force-là, puisque vous avez appris en première que la somme des forces extérieures, eh bien, ça nous montrait comment, enfin, ce qui nous donnait le sens de la variation de la vitesse. Donc là, comme la boule au départ, elle est posée, elle est immobile, ça veut dire que les deux forces se compensent. Donc il y a effectivement une réaction du support qui est opposée à celle du poids. Direction verticale, vers le haut, sa valeur qui est R, qui est exactement l'opposé de mg. Pourquoi? Eh bien simplement parce que d'après ce qu'on avait appelé le principe d'inertie, la boule étant immobile, ça veut dire qu'elle est soumise à des forces qui se compensent. Ça, c'est ce qu'on a vu en seconde. Donc des forces qui se compensent, ça veut dire que leur somme vectorielle, elle est nulle, ce qui est écrit ici. Donc le principe d'inertie est vérifié, et surtout d'après le principe d'inertie, elle reste immobile. Alors pourquoi est-ce qu'elle roule dans le virage? C'est ça la question. Eh bien, si elle roule, d'après ce qu'on a dit en troisième, enfin en collège, on apprend ça en troisième, qu'on revoit en seconde, qu'on revoit en première, eh bien, c'est qu'il y a une force qui la pousse vers la droite. Est-ce la voiture? Eh bien non, parce qu'il n'y a pas de frottement, donc s'il n'y a pas de frottement, comment est-ce que la voiture pourrait pousser, hein? Je rappelle que les seules actions qu'on connaisse sont des actions de contact, donc tout ce qui touche la balle, et des actions à distance qui sont soit magnétiques, soit la gravité. La gravité, elle est déjà là, c'est le poids. Magnétisme, il n'y en a pas sur la balle, évidemment. Et puis, action de contact, le seul contact qu'on ait sur la boule, c'est le point qui est là, et puis s'il n'y a pas de frottement, la boule, elle ne peut pas rouler. Est-ce que c'est la force centrifuge? Toujours pareil. Qui est l'auteur de cette force? Qui est-ce qui touche la balle? Qui est-ce qui l'attire? Magnétisme, gravité, évidemment, cette force n'existe pas. Eh bien, c'est là qu'on est un petit peu embêté en physique, parce que notre principe d'inertie, finalement, s'applique pas ici, parce que la balle bouge par rapport à la voiture. Eh bien, bouge par rapport à la voiture, c'est là que ça devient un petit peu délicat, et c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Ça veut donc dire par rapport à la voiture, veut dire qu'on étudie le mouvement dans le référentiel de la voiture. Souvenez-vous ce qu'on a vu en seconde, c'est que le mouvement était relatif à un référentiel. Donc dans le référentiel de la voiture, la boule a un mouvement qui est pas logique et qui ne respecte pas le principe d'inertie. Et bien donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire simplement que le référentiel de la voiture, il n'est pas galiléen. Si je regarde donc ce qu'est un référentiel galiléen, eh bien un référentiel galiléen, ce serait un référentiel dans lequel le principe d'inertie va s'appliquer. Et si je fais donc l'opposé, je regarde ce qui se passe par rapport au sol, eh bien je pourrais m'apercevoir, alors évidemment c'est une simulation ici, que le mouvement de la boule, il est rectiligne et uniforme. Et ça, c'est ce que dit le principe d'inertie. Si la somme des forces qui s'appliquent à un système, à un solide, est nulle, les forces se compensent, eh bien ça veut dire que soit la boule est immobile, le système est immobile, soit il est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Dans tous les cas, ça veut dire que le vecteur vitesse reste constant. Soit il est nul, soit il est tout à fait constant. Donc un référentiel galiléen, ce sera finalement ce qu'on va appeler un référentiel dans lequel le principe d'inertie va pouvoir s'appliquer. Et donc ça, voilà, c'est un petit peu délicat à comprendre, là j'ai été un petit peu vite, mais c'est juste pour comprendre cette notion. Donc on peut le noter ici, un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est valable, ou s'applique, je sais pas comment on peut dire. Et puis en terminale, évidemment, les référentiels seront toujours considérés comme galiléens. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nous, tout va être basé sur des lois qui sont dérivées ou qui sont des versions un petit peu améliorées du principe d'inertie. Donc ça, c'est vraiment important pour nous que tous les référentiels soient galiléens. Alors, pour information, dans les référentiels qu'on voit ici, que sont l'héliocentrique,
Donc centre du Soleil, 3 axes, géocentrique qui est lié par exemple au centre de la Terre avec 3 axes ici. Donc ça sert à étudier les mouvements des satellites de la Terre, par exemple la Lune, ou des satellites de télécommunications ici. Un référentiel terrestre qui sert à étudier les mouvements au bord de la Terre. Lui, donc sert à étudier ces mouvements, par exemple le mouvement de la balle qui est là. Donc en réalité, le référentiel géocentrique et terrestre ne sont pas des référentiels galiléens. Pourquoi ? Parce que comme la voiture, la Terre a un mouvement de rotation par rapport au Soleil. Et dès qu'on a des rotations, ça va complexifier les choses. De la même manière, la Terre tourne sur elle-même. Donc ça veut dire que le référentiel qui est là, il tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Donc tout ça, ce ne sont pas des référentiels galiléens. Alors pourquoi est-ce qu'on les considère comme galiléens ? Eh bien c'est parce qu'on va étudier des mouvements qui vont être suffisamment courts. Donc par exemple, ici, si je regarde le mouvement de la Terre sur quelques heures, eh bien sa trajectoire pourra être assimilée à un bout de droite. De la même manière, si j'étudie le mouvement d'un référentiel terrestre autour de la Terre sur quelques secondes, eh bien je pourrais aussi, quelques secondes ou quelques minutes, je pourrais aussi considérer que le mouvement est rectiligne, donc il n'y a pas de rotation. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen ? C'est tout référentiel qui est en mouvement rectiligne et uniforme autour d'un référentiel galiléen, donc pour nous autour du référentiel du Soleil. Bref, tout ça c'est un petit peu compliqué, c'est des choses que vous verrez un petit peu par la suite de vos études, si jamais vous continuez l'étude de la physique évidemment. Maintenant, faut bien avouer qu'en terminale, voilà, c'est juste un terme qui est là, faut pas qu'il vous choque, faut juste que vous compreniez que vous avez le droit d'appliquer les lois une fois que ça s'est dit, et ce sera systématiquement le cas dans tout ce qu'on fera ici. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est donc ceci. On a un référentiel galiléen, on va appliquer nos lois pour pouvoir décrire des mouvements. Alors en termes de choix de repères, eh bien on peut choisir donc évidemment quelque chose qui va nous permettre de repérer le temps. Alors repérer le temps, attention, on fait la différence entre deux notions qui sont peut-être pas si simples que ça, qu'on appelle l'instant ou la date. Donc l'instant ou la date, c'est quelque chose qui est assez simple, hein. C'est simplement de tenter ce qu'on appelle le temps. Donc on dit tiens, à un moment on déclenche le chrono, on appuie, on fait le stopwatch, donc on part de zéro, le chrono court et donc on mesure le temps. Donc la date, eh bien grosso modo c'est l'instant à laquelle on fait une mesure. Donc ça peut être 1,3 secondes, ça peut être 12 heures, ça peut être 3,4 semaines si on est sur une réaction qui est relativement lente ou sur un phénomène qui est lent, etc., etc. La durée, c'est la différence qu'il y a entre deux dates. Donc par exemple, je prends l'instant T1 qui est 12 heures, et puis je fais la différence avec l'instant T2 qui sera au bout de 14 heures. Donc la durée, c'est la différence entre deux dates. Voilà, c'est pareil, c'est juste une question de vocabulaire, faut pas que ça vous perturbe, je ne pense pas que ça le fera. Un repère, donc très souvent nous on a des repères orthonormés, attention, X, Y, Z, très souvent quand on étudie les mouvements d'élévation, la coordonnée X on l'oublie, c'est Y, Z, donc à vous de faire attention à ça. Je fais une petite remarque qui est là, on fait rarement des études de mouvement dans l'espace, on reste très souvent dans un plan. Donc un plan qui peut être OYZ, OXY ou OXZ, peu importe. Un petit repère ici particulier qui est introduit cette année, qui est un repère de Fresnel, qui est notamment utile, enfin qui peut s'avérer utile quand on étudie des mouvements de rotation. Et ici le repère qui est là, en fait, c'est le repère qui va être lié au solide qui tourne, donc le solide M, et puis on va définir deux vecteurs. Le vecteur qui est tangentiel à la trajectoire et le vecteur qui est normal. Normal veut dire perpendiculaire à la tangente. Donc très souvent qui est orienté vers le centre de la rotation quand on est sur une rotation circulaire. Voilà, c'est des petites choses qui existent. Il existe d'autres repères qu'on peut utiliser qui peuvent être pratiques, tout dépend de ce qu'on va chercher à faire. Voilà pour les repères, donc rien de très compliqué, c'est juste du vocabulaire. Il faut faire attention un petit peu à tout ça, histoire de ne pas se laisser distraire ou induire une certaine confusion du fait de ce vocabulaire.